parce que les mafias n'ont pas été perçues comme une menace pour l'État italien pendant longtemps. Je dois dire que même depuis 1945, à partir de 1945, c'est la menace communiste qui prévaut. Et donc les services de renseignement vont faire une alliance objective avec les mafias. Par exemple, lorsqu'en 1981, un dignitaire de la démocratie chrétienne est enlevé, les services de renseignement vont en prison, rencontrent un chef mafieux, lui demandent son aide. Le chef mafieux connaît beaucoup de gens des Brigades Rouges qui ont commis l'enlèvement, et contre de l'argent et des faveurs, le dignitaire sera relâché, y compris contre une rançon. Mais plus grave, c'est la participation systémique des services de renseignement à ce qu'on appelle la stratégie de l'attention. Donc, coup d'État avorté, coup de pression, attentat avec des victimes innocentes, réseau Gladio, antidémocratique, complicité avec la loge P2. Tout ça pourquoi ? Pour déstabiliser la République italienne, qu'elle devienne un État plus fort, en gros un État qui ressemblait au Portugal, à l'Espagne ou à la Grèce, hein, un État beaucoup plus fort et non démocratique. Donc tout ceci est documenté dans des commissions parlementaires, y compris dans des tribunaux italiens. Oui, l'Italie est fortement déstabilisée à ce moment-là, puisque la lutte anti-mafia fait des miracles. La classe politique s'écroule et est poursuivie pour corruption, c'est l'affaire main propre. Et on va comme ça commencer, et la menace communiste n'existe plus, et on va comme ça assister à une négociation entre la mafia qui commence à poser des bombes, la mafia sicilienne, parce qu'elle pose des bombes, elle joue l'acte terroriste, y compris des bombes à Florence ou à Milan avec des innocents, car elle cherche des nouveaux canaux de communication avec la nouvelle classe politique pour lui assurer son impunité historique. Et là, les services de renseignement vont être encore à la frontière de cette négociation. Va par exemple apparaître la figure d'un général des carabiniers de Ross, un service spécialisé dans la lutte anti-mafia, qui a été condamné en 2018 pour violence à l'État, c'est-à-dire pour complicité dans cette négociation avec l'État italien et entre l'État italien et la mafia. Depuis la chute du mur, les services de renseignement italiens ont beaucoup plus de capacité à analyser ce que font à la fois les mafieux italiens à l'étranger, puisque les mafieux italiens sont partout présents à l'étranger, comme d'étudier ce que font les mafias étrangères en Italie, c'est-à-dire que mafia albanaise, mafia chinoise, mafia nigériane, cartel colombien, en Italie, sont tout le temps en fait en contact avec les maisons mères. Donc ça intéresse beaucoup les services de renseignement. Ce qu'on peut cependant regretter, c'est qu'on voit de temps en temps encore des alliances scélérates, je dirais, entre services de renseignement et quelques gangsters de haut rang, mafieux de haut rang, en échange d'informations. Par exemple, un mafieux peut être amené d'abord à donner des informations sur un clan rival, que les services de renseignement vont donner à la police et éliminer, mais plus logiquement, le mafieux va pouvoir donner éventuellement des renseignements sur des terroristes, sur des réseaux terroristes. Et en échange, le service de renseignement assurera un peu d'impunité envers le clan mafieux. Et enfin, il y a cette dernière affaire, mais qui est pilotée par l'État italien, donc les services de renseignement sont dedans, pour demander à un garde-côte libyen de mettre fin à l'arrivée de migrants en Italie, d'ailleurs avec la volonté de certains pays européens. Sauf qu'on a découvert que le garde de côte libyen, c'était celui qui organise la contrebande de migrants, c'était celui qui a des camps d'esclaves en Libye, c'est celui qui coule des bateaux donc dans la mer. Donc on lui a donné de l'argent pour une efficacité toute relative, puisque la contrebande de migrants continue et enrichit les mafias.